Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée absolument extraordinaire. Je dis extraordinaire parce qu'elle sort véritablement de l'ordinaire. Tout d'abord, eh bien, pour tous ceux qui nous suivent sur le Face à l'actu avec Grafison, eh bien, je suis dans la position inverse. Je suis celui qui va interviewer ce soir et non pas celui qui va être interviewé. Et donc, c'est un rôle que je ne connais pas. Donc, soyez indulgents et j'espère que ça se passera bien. Et elle est tout aussi extraordinaire cette soirée parce que la personne que je vais interviewer m'a dit dans mon oreillette, pas plus tard que maintenant, qu'elle détestait faire cet exercice-là, qu'elle n'a pas du tout l'habitude de le faire et que vraiment, je n'étais pas sympa de lui avoir demandé de le faire. N'est-ce pas? Je retranscris les mots au pas du faux? Alors voilà les amis, ce soir, nous sommes, à l'aube, ou du moins au crépuscule de l'entrée de Yom HaShoah. Yom HaShoah en cette année, 5786 et en 2026. 2026, t'imagines? Et on s'est posé la question: comment est-ce qu'on allait dans la communauté de Rehov Kelim, comment est-ce qu'on allait commémorer, parce qu'on ne peut pas parler de fêter Yom HaShoah, comment est-ce qu'on va commémorer? Et je me suis dit, on parle tout le temps des témoins qui viennent raconter leur histoire, mais il y a des gens, on oublie beaucoup trop souvent. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire à répéter qui est leur histoire, parce que ils étaient là, mais ils n'avaient pas de quoi répéter, ils n'avaient pas encore la bouche pour pouvoir répéter, ils étaient trop jeunes. Je parle de ces enfants qui sont nés pendant, juste avant, Et les enfants cachés. et les textes sont devenus donc des enfants cachés, pas tous, mais qui ne pouvaient pas répéter et qui, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, sont les témoins de la Shoah sans le savoir. Et voilà, donc ce soir, nous avons la chance et l'honneur de pouvoir parler avec quoi? Non, on se connaît, d'accord? Oui, je me permets. Mais nous avons la chance et l'honneur de pouvoir parler avec quelqu'un qui est transgénérationnel, en fait. Quelqu'un qui, d'un côté, est né pendant la guerre, ça tu vas nous raconter. Je te rappelle de cette naissance incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Et qui brandit, vous voyez pas, mais sur sa terrasse, qui brandit sous le drapeau d'Israël, ici, en Israël, à Jérusalem, en 2026. Donc c'est vraiment, l'histoire dans laquelle nous sommes et que nous allons essayer de vivre ensemble ce soir. Alors voilà, bonsoir Nick, comment vas-tu? Très émue. Très émue parce que chaque année, quand je parle et cette année, ça va être facile parce que je vais parler en français, mais mon fils, généralement, me fait parler en hébreu, c'est dur. Mais à chaque fois que je pense, que je parle ou que je travaille sur mon ordinateur sur ce sujet, j'ai toujours une émotion et c'est en parlant, l'émotion va se diluer, mais au départ, c'est pas si simple que ça. Alors je vais vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Alors attends, juste avant de nous raconter, qui es-tu? Ah ben, je sais ce que je Non, mais je veux mettre avant, je m'appelle. Ce je m'appelle, c'est déjà un petit peu trop dans l'histoire D'abord, qui es-tu, aujourd'hui? aujourd'hui, je suis une arrière-grand-mère. C'est pas rien ça. Non, c'est pas rien. Non, non, c'est pas rien et puis d'abord, laisse-moi raconter comme Charlie. Ah bon, d'accord. Alors je vais peut-être donner la parole, mais j'ai tu sais, c'est ça le problème des ravards et vu qu'on a l'habitude de nous donner la parole, bah, c'est dur de la rendre. Alors juste avant de te laisser parler, je voudrais, introduire notre soirée avec une phrase. Je me suis dit: «Je vais noter comme ça». Je me suis dit: «En fait, c'est l'entretien entre le petit-fils de» que je suis petit-fils de rescapés de la Shoah. Donc c'est l'entretien entre le petit-fils d'eux et celle qui était la petite fille, la toute petite fille et qui est devenue l'arrière-grand-mère d'aujourd'hui. Je j'ouvre cette soirée en montrant ici, à nos téléspectateurs un livre, qu'on aimerait t'offrir avec les éditions VAB, mais c'est un livre, pour être très honnête, que moi, j'ai découvert grâce à ton fils. Ça, c'est ton fils qui me l'a prêté la première fois. Je suis pas sûr de l'avoir rendu, mais ça, c'est un autre problème. C'est un livre qui, pour moi, est extraordinaire, qui a été ressorti
grâce aux éditions VAV, que je montre ici, qui s'appelle Le retour d'Israël et l'espérance du monde d'Avraham Louvni. Mais Oui, je sais que tu connais. Alors, la couverture a changé, tout ça, ça a été remasterisé. Et je prends ce livre pour commencer la soirée parce que Avraham Livni, lui aussi, est un spectateur de la Shoah. Il a 20 ans à l'époque de la Shoah, mais il est spectateur de l'extérieur. Il n'est pas juif. Et pour lui, en tant que fils de la chrétienté, eh bien, il arrive à la conclusion que la Shoah est la preuve de l'échec du christianisme. Parce que si 2000 ans d'idéologie qui prônait l'amour et tendre l'autre joue a été capable d'amener une civilisation à faire la Shoah, eh bien, c'est que finalement, tout ce message s'effondrait et il va devenir non seulement membre à part entière du peuple juif, à se convertir, mais il va devenir un grand sage d'Israël et nous écrire ce livre pour montrer que finalement, la réponse que l'humanité attendait sans le savoir à la Shoah, c'est le retour d'Israël, c'est l'État d'Israël. Et ça, on en parlera dans une prochaine étape, enfin, une étape ultérieure de la soirée. Alors voilà, je ne te coupe plus. Moi, je vous coupe. On va essayer un autre truc par rapport au son parce qu'il y a toujours des difficultés Allez, allez. et la technologie est plusieurs possibilités pour mieux enregistrer. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, réessayez. Dites quelques mots. Mais Allô, allô. Bonjour, bonjour. Ça marche? Ça marche? ah oui, ça va mieux. entendez mieux? Génial, c'est bon. Oui. Parfait. Bon, bah donc, c'est justement le bon moment. Maintenant, j'arrête de te couper. Tu coupes quand tu veux. Alors, il y a un monsieur qui s'appelait Igal Allon, un des fondateurs de Tsahal, qui a dit cette phrase qui va nous servir de point de départ. Il a dit: un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Donc, on va partir à la recherche du passé, de ton passé. Qui es-tu, Monique? Et raconte-nous. Alors moi, je suis née dans la Creuse, d'une maman qui vient de Pologne et, et d'un papa qui vient de Lituanie. La langue à la maison, c'était le yiddish. Donc quand j'étais petite, j'entendais le yiddish à la maison, pas religieux du tout. En tout cas, après, j'ai su qu'il y avait quand même un petit peu de religion dans les deux familles, mais pas trop. Et je vais en fait vous commencer l'histoire à partir de 1937. En 37, mon père a été naturalisé et a fait l'armée en France. Ça, c'est important parce que ça va lui sauver la vie après. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Il a été, maman a tout de suite mis l'étoile avec mon frère qui devait avoir 4 5 ans à l'époque. Et papa, lui, il voulait pas porter l'étoile. Donc il a quand même fait l'armée, il a été naturalisé français, fait l'armée, et il a été convoqué à la préfecture de police pour une révision de sa naturalisation. Il a dit, je suis obligé d'y aller. Il y a été, il était dans une énorme salle où il y avait plein de juifs qui faisaient la queue, et il y a un type derrière lui qui lui tape sur l'épaule comme ça. Et c'était un flic, comme on connaissait les flics dans le temps, en uniforme et tout. Et en fait, c'était un copain de régiment à lui et qui lui a dit: «Sobol», on s'appelle Sobolevicius, mais Sobol, c'est plus facile. Il a dit: «Sobol, fous le camp d'ici parce que si tu passes cette porte, tu ne ressors pas». Qu'est-ce qu'a fait papa? Bien sûr, il est parti, mais avant de partir, il a hurlé dans cette salle où il y avait plein de juifs, Gewalt. Gewalt qui était un mot qui est absolument intraduisible, mais que tous les juifs connaissent, Gewalt. Alors, c'est pas seulement papa qui s'est tiré, mais c'est tous les juifs qui étaient dans cette salle qui se sont tirés. Il est rentré à la maison et il a dit à Mais on maman, est quand là? on est toujours on est en 40. Non, 40. On est en 40. Il rentre, j'ai un petit mot pour me souvenir quand même des dates. Et qui donc, il lui dit, fous le camp ce bol, il fout le camp. La moitié de la salle qui a compris ce qu'était Givalt, fout le camp avec papa. Il rentre à la maison et il dit à maman, il faut qu'on quitte Paris. À l'époque, on habitait à 3 rue d'Hauteville. Et qu'est-ce qui s'est passé juste un petit peu avant?
Papa était encore à l'armée à l'époque. Les Allemands sont venus à la maison et maman s'est cachée dans la cave du 3 rue d'Hauteville. J'ai encore 2, 3 photos. Dans la cave du 3 rue d'Hauteville avec mon frère et derrière un monceau de charbon qu'on avait dans la cave. Et Dieu merci, les Allemands ne les ont pas trouvés. Je reviens en 40, papa qui dit, je dois partir. Il prend sa bicyclette et il va dans le centre de la France, entre Paris et Guéret, qui est dans la Creuse, pour chercher un petit bled, mais vraiment un bled, où il y a très peu d'habitants, et on est arrivé à Gernage. À Gernage, il y avait déjà 2 familles juives. Il a trouvé une location là-bas, et dans cette location, il a expliqué à Madame Petit, qui était donc la propriétaire de cette ferme, lui a expliqué, écoute, il me faut un endroit où je peux me mettre dans une pièce qu'on peut cacher. Pas de problème. Il y avait une armoire qu'on pouvait bouger, donc en cas de danger, on pouvait rentrer dans cette pièce, on mettait l'armoire devant et tout allait bien. Donc après, il a fallu, une fois que papa a trouvé ça, il a fallu que maman arrive. Or, maman, elle parlait que yiddish. Elle connaissait pas le français, elle ne savait pas lire, et il fallait qu'elle prenne le métro. Alors déjà, elle a pris mon frère par la main, elle est rentrée dans le métro, elle a déchiré son étoile juive et celle de mon frère, et ils sont arrivés à la gare d'Austerlitz. Comment? J'en sais rien. Je ne sais pas. À mon avis, il a dû y avoir un passeur qui est venu la chercher. Gare d'Austerlitz, elle rencontre, elle se met en, comment? Elle se met avec un passeur qui était là, et elle monte dans un train normal, de, un train de passagers, quoi, Ouais, de voyageurs. train de voyageurs. Et il faut qu'elle aille jusqu'à Vierzon. Vierzon, c'était la ville qui était sur la ligne de démarcation. En général, dans les groupes en hébreu, je montre les cartes parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la ligne de démarcation. Bon, Il y a ici, peut-être des gens dans notre ici, groupe non, qui je savent ne crois pas. pas. Non, non. La France était coupée en 2 avec une ligne de démarcation, et la deuxième partie de la France sud, on l'appelait la zone libre. Elle n'est pas restée libre très longtemps, mais à ce moment-là, elle était libre. Alors maman est montée dans ce train, elle descend à Vierzon, et à Vierzon, alors là, elle a eu affaire pas seulement à un passeur, mais il y avait une organisation de cheminots qui s'occupait de nous faire passer. Alors donc à Vierzon, le passeur qu'elle avait vu à Austerlitz, à la gare d'Austerlitz, l'a fait sortir du train et la met dans les bras d'un autre passeur, d'un autre cheminot, qui la met dans une petite maison qui était entre les voies de chemin de fer. Et dans cette petite maison, il y avait aussi un tas de charbon, mais avec un sous-sol. Alors, elle a été au sous-sol avec mon frère, et qui était petit. Elle lui mettait la main dans la bouche quand elle entendait, la main sur la bouche quand elle entendait du bruit. Et elle est restée une journée et demie dans cette maison sans bouger, dans cette petite baraque, jusqu'à ce qu'on vienne la chercher. On est venu la chercher, cette organisation de cheminots, parce que il faut le dire, ils étaient extraordinaires. Ils sont venus la chercher et, allez, venez, on l'a mis dans un train de marchandises, dans un wagon où il y avait des cajots de fruits vides. Le wagon était rempli, mais à l'intérieur de tout ce paquet de cajots, il y avait une cache. Et maman est rentrée dans la cache avec mon frère. Et effectivement, les Allemands, et ça c'est et mon frère qui raconte et maman qui raconte, donc les deux récits se rejoignent. Les Allemands sont montés dans ce wagon, et on fait comme ça avec leurs pics à travers les cajots, mais tout va bien. Ni mon frère ni maman n'ont été touchés. À ce moment-là, juste avant que le train ne parte, il y a un homme qui monte dans le même wagon que maman. Il ne parle pas, maman ne parle pas, évidemment, et le train démarre.
le train démarre et maman savait qu'à un moment, il fallait qu'elle saute du train. Mais elle savait pas quand et elle savait pas où. Et le monsieur qui était avec elle dans le train, à un moment, il y a eu il y a eu un grand virage comme ça, où, où le train a ralenti. Et le train ralentissait exprès parce que le conducteur du train savait que à cet endroit-là, les gens qui étaient dans le train et qui devaient se sauver sautaient de ce train. On a mis mon frère qui avait donc en 40 il avait 4 ans. Il avait 4 ans. On l'a mis dans une couverture. Maman l'a pris, l'a jeté du train et elle s'est jetée derrière. Et le monsieur, il s'est jeté encore derrière. On a récupéré mon frère. Tout allait bien, il n'était pas blessé. Et le monsieur avec qui était, on ne connaît pas son nom ni rien, mais le monsieur avec qui maman était, là, lui a montré et est parti avec elle vers Jarnages, parce que le train l'a laissé à quelques kilomètres, à 4-5 kilomètres de Jarnages. À Jarnages, elle a retrouvé mon père, qui entre-temps avait été à la mairie de Jarnages, où le maire lui avait fait des cartes d'identité au même nom, Sovelevicius, mais évidemment sans le cachet juif. Euh, Mon fils a la carte d'identité de maman où il y a marqué juif en rouge. Et à chaque fois que je le vois, moi, j'en suis vraiment malade. Et puis la vie, elle a commencé à Jarnages. Papa réparait les montres, il faisait du troc. Maman fabriquait du savon et mon frère, il allait à l'école communale. Tout le monde savait qu'on était juifs, mais le village nous a couverts, aussi bien nous que les familles Steinig et Dambeau qui étaient avec nous dans le même village. Dambeau, c'était la sœur de maman, c'était Tata. Et, et une fois, et ce que je veux dire aussi, c'est que ce village était à côté d'un autre village qui était à 4-5 kilomètres, où il y avait aussi des juifs qui s'appelaient Clermont-Tex, et il y avait là-bas la famille Schwab, avec un médecin absolument extraordinaire qui soignait tout le coin, sans prendre vraiment des sous. Je pense qu'il devait faire aussi du troc. Et le docteur Schwab, le soir, il venait voir papa, il traversait une petite forêt, il venait avec sa fille qui avait 12 ans par la main, et il venait voir papa. Alors les deux, ils parlaient de sionisme, en veux-tu, en voilà. Ils parlaient d'Israël qui était la Palestine, bien entendu, prenaient un verre de thé avec des petits gâteaux et n'étaient pas religieux ni l'un ni l'autre. Et ensuite, le docteur retournait chez lui. Pourquoi je raconte l'histoire du docteur? Parce que le monde est petit et je reviendrai dessus à la fin de mon récit. Donc, on est à Jarnage, les Allemands viennent de temps en temps, mais on nous cache. Donc, tout va bien, tout va bien. Mon frère va à l'école normalement. Et en 43, c'est moi qui nais du verbe naître à l'hôpital de Guéret, où maman, qui était une femme polonaise protestante, a été accouchée là-bas. Et les bonnes sœurs, c'était tenu par les bonnes sœurs, et les bonnes sœurs l'aimaient bien parce que c'était la seule femme mariée de tout l'hôpital qui avait des enfants. Alors, les bonnes sœurs, là, comment, s'occupaient bien d'elle, quoi. On est revenu à Jarnages, et à Jarnages, j'avais un petit, enfin, on ne peut pas dire un berceau, j'avais une caisse à savon comme berceau. On n'avait pas beaucoup de sous, mais papa se débrouillait bien en réparant les montres. Voilà, on rentre à Paris, la guerre se termine, papa reprend son vélo pour voir qu'est-ce qui se passe avec notre appartement, qui était un appartement à l'époque en location, bien sûr. Et il arrive dans l'appartement, et l'appartement, bien sûr, était occupé. Alors, beaucoup de juifs ont fait des procès pour récupérer leur appartement. Pas papa. Papa, il allait voir ses copains du boulevard Magenta, qui était une cellule communiste où il y avait pratiquement que des juifs. Il leur raconte son histoire d'appartement, et les mecs, ils disent à papa, Sobol, t'inquiète pas,
dans 2 heures, tu as ton appartement. Ils ont été à 4 types baraqués comme ça, aux 3 rue d'Hauteville, fond de la cour, 2e étage, et ils ont simplement dit au type: «Si dans 2 heures, tu pas tiré d'ici, on te casse la gueule». Alors c'est pas compliqué. 2 heures après, nous, on est rentrés dans l'appartement. Attends, entre-temps, nous, on est arrivés, mais par le train. À ce moment-là, nous, on est revenus par le train. On a récupéré l'appartement de la rue d'Hauteville et j'ai grandi là-bas. Il y avait une école maternelle à côté. J'y ai été et je dois dire que euh, les premiers jours de l'école maternelle, évidemment, je parlais que yiddish. Et les premiers jours de l'école maternelle, maman venait me chercher et j'ai dit à maman: «Mais maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est un grand-père et une grand-mère? Pourquoi il y a des grands-pères et des grands-mères qui viennent chercher les enfants et qu'est-ce que c'est?» Et maman m'a dit en yiddish: «Die Deutschen haben genommen». Ça veut dire les Allemands nous les ont pris. De ce jour-là, je n'ai plus parlé du tout, pratiquement, de la famille avec, ou très peu, de la famille avec mes parents. Maintenant, pourquoi je m'appelle Monique? Parce que à l'époque, on redonne le nom des gens disparus. Et papa n'a pas pu redonner le nom de sa mère qui s'appelait Esther, tout simplement parce qu'il ne savait pas si elle était vivante ou pas. Alors du coup, il m'a donné le nom de mon arrière, de sa grand-mère qui est mon arrière-grand-mère et qui s'appelait Myriam Mirel. Alors comme il voulait franciser comme tous les monts juifs de Paris, donc c'est comme ça que je me suis appelée Monique. L'histoire de mes parents, en gros, je voudrais quand même vous dire 2 choses. Les 2 choses sont les suivantes. Heu, que sont devenues nos familles? Ça, c'est toujours dur. En Lituanie, dans le village de papa qui s'appelait Vilkaviškis, il y avait 6 frères et sœurs. Je parle même pas des cousins et des non. Et quand je suis allée à Vilkaviškis, alors j'étais sur la fosse commune où le petit ghetto de Vilkaviškis a été, liquidé, y compris évidemment, des sœurs et des frères de mon père et aussi, ma grand-mère, la mère de papa, parce que son père avait été déporté en Sibérie par les Russes quand les Russes étaient en Lituanie. Ça, c'était une autre histoire encore et et j'ai été sur la fosse commune parce qu'il y avait les Lituaniens, qu'il faut savoir quand même, qui aidaient les Einsatzgruppe pour les mettre devant la fosse et qui les abattaient comme ça. Ça a été ma grand-mère. Il est resté chez papa un frère et une sœur. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient en Israël déjà. Ils sont partis en Palestine. Mon oncle, il est parti avec un groupe comme ça à Kfar Vitkin. Il est parti à Kfar Vitkin et ma tante, elle habitait à Tel Aviv, la sœur de papa. Et ils sont restés en contact. Ils sont restés en contact jusqu'à la mort de chacun d'entre eux. Ça, c'est pour l'Italie. Ça, c'est pour la Lituanie. Maintenant, en Pologne. Alors, en Pologne, on avait une laiterie où tout le monde travaillait en Pologne, y compris mes parents. Bon, maman a eu toute une histoire là-bas, mais ça concerne un autre problème. Et elle avait aussi 6 frères et sœurs, et ils sont restés 3. Ils sont restés 3 parce que ils ont été tous les 3 cachés en France. Ils sont venus en France et ma tante voulait pas venir. Et c'est ma grand-mère en Pologne qui lui a dit: «De das Führers brennt du». Tu dois partir parce qu'ici ça brûle. Et elle a foutu de force ma tante, la sœur de maman, dans le train. Et, et sur place, il y a eu la moitié de notre famille qui est partie direct à Treblinka. D'ailleurs, il y a une stèle à Treblinka, il n'y a plus rien.
sauf des pierres, où sur chaque pierre, il y a le nom d'une communauté. Et la communauté de Scherdin est marquée sur l'une des pierres. Et donc la moitié de la famille euh, a été envoyée à Treblinka. Et j'ai une de mes cousines qui a d'ailleurs fait partie de la révolte des femmes de Treblinka et qui a pu s'en sortir. Et l'autre moitié, alors, on a vu ici le 7 octobre. Alors, le 7 octobre, c'était un pogrom parce que ce qui s'est passé dans la laiterie chez nous, à Stervin, quand j'ai entendu ce qui s'est passé le 7 octobre, moi, je suis revenue à Stervin parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment ce qui s'est passé avec les haches, les bébés qu'on a coupés en deux, et on a eu tout ce qui s'est passé dans la laiterie parce que j'ai eu un de mes cousins qui lui a pu se sortir de ça. Voilà. Vous savez, maintenant, il faut savoir que entre le 22 et le 25 septembre 42, il y a eu 11 000 juifs qui ont été ou déportés ou bien, et évidemment tout de suite dans la chambre à gaz à Treblinka, et on ne sait même pas les noms parce que c'est à Auschwitz, on marquait, il y avait des cahiers et on marquait les noms, et c'est pour ça que les personnes d'Auschwitz étaient marquées sur le bras. Mais à Treblinka, du train, ils allaient directement dans la chambre à gaz. Voilà, comme ça facilitait un peu les les choses des nazis. Voilà un petit peu, hem l'histoire de mes parents. Maintenant, moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, je savais même pas ce Bon, juste si tu me permets, avant qu'on arrive à comment toi tu oui, t'es rattaché à cette histoire-là, il y a plusieurs points que tu as dit sur lesquels j'aimerais, avec ta permission, rebondir. Ça m'a beaucoup marqué ce que tu nous as dit, que ton fils, il a encore la carte d'identité avec marqué juif oui, comme ça et en rouge. l'étoile juive de maman. C'est très fort. Alors, je les ai vus, il me les a montrés, mais tu sais que, alors, je sais pas, eux, tes enfants, à quelle année. Excusez-moi, je suis un peu émue, j'arrive pas à bien parler, mais Peut-être que la technique peut nous amener un verre d'eau, Oui, hein? mais les coups sont chargés. Voilà, non, on va eh t'amener bien, un et un sopalin, et un s'il vous plaît. mouchoir. Prouve-nous ça. Voilà. Et alors je sais pas en quelle année tes enfants, ils sont arrivés en Israël, mais c'est pas important. Juste que nous, aujourd'hui, quand on a reçu, toi et moi, notre Théoudat Zéhout, il y a plus marqué juif dessus. Non, Mais au début, quand on arrivait en Israël, je suis pas sûre que ma première Théodat peut-être il y avait en 92, il y a pas marqué alors c'est juif. possible. Faudrait Et que je ben regarde. je me dis: «C'est quand même une sacrée revanche d'avoir une carte d'identité où on est fier que ce soit marqué Ah bah oui, on juif est pour le coup». bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça m'a beaucoup touché. Alors, tu parlais de ta famille qui est partie à Treblinka. D'abord, avant ça, c'est très important de le rappeler, tout le monde ne sait pas. Euh, euh, Toi, tu racontes l'histoire de la Shoah à un public averti. Mais tu sais, par Oui. exemple, moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous défilent dans le Zoom et qui ne savent pas forcément la différence entre Treblinka, Auschwitz, qu'est-ce que c'est qu'un camp d'extermination face à un camp de travail où on va mourir. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas très claires. Moi, ma grand-mère, elle était à Auschwitz et toi, ta famille, elle est partie à Treblinka et c'est 2 univers complètement différents et je pense que, pour tous ceux qui nous regardent, je le dis depuis quelques années, mais j'espère qu'un jour on pourra avec toutes les personnes qui le souhaitent, dans Rodve Kélim, faire un voyage, de la mémoire, un voyage de la vie, comme on aime les appeler, parce que c'est important de pas seulement de se rappeler, mais de pouvoir construire d'un point X et de reconstruire la suite. Donc finalement, toi, tu nous dis, c'est à 15 ans que tu commences, Oui, alors je savais pas que j'étais juive, très bien. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais aucune idée de ce qu'était, disons la pratique du judaïsme et j'avais des copains qui étaient complètement goïs et à ce moment-là, mon papa, il a eu un peu la trouille et il m'a pris de force et il m'a inscrit dans un truc de jeunes
qui voyageaient, qui s'appelaient les Relais Juifs. Alors moi, les Relais Juifs, c'est pas compliqué. Il y a, ça m'a vraiment, pas seulement aidé, mais ça m'a montré le chemin pour savoir qui j'étais. Et alors, au relais, mon premier copain j'avais 15 ans et demi à l'époque, il m'avait pris, fallait être un peu plus vieux, mais papa avait arrangé le coup. Et mon premier copain, ça a été Jackie Bronstein, qui a été en même temps mon chef de groupe et qui est décédé Il y a il y a 2 2 semaines, semaines, un il y a peu 3 plus, ouais. semaines. Il est décédé il y a très peu de temps et, et avec qui je suis restée avec lui et après avec sa femme quand il s'est marié avec Claudie en contact depuis toute ma vie. Toute ma vie, on a été en contact. Ça, il faut savoir, les relais juifs. Alors, les relais juifs, je suis tombée sur une bande de garçons. Il y avait, il y il y avait pas beaucoup de filles, on était 2 ou 3 filles, et qui étaient dans un truc qui s'appelait le toit familial. Alors, qu'est-ce que c'était le toit familial? C'était rue Guy-Patin et c'était là où ils habitaient. La plupart n'avaient pas les parents. Les parents étaient au Maroc ou bien en France, mais pas à Paris ou en Algérie ou en Tunisie. Et alors, je suis tombée sur une bande de garçons très sympathiques qui d'ailleurs se sont beaucoup moqués de moi, mais c'était vraiment super. Et j'ai commencé à savoir un petit peu ce que c'était d'être juif, mais d'être juif au jour le jour, euh, pas spécialement religieux. Il y en a qui étaient, il y en a qui n'étaient pas. Et c'est à travers ces relais juifs que j'ai commencé à avoir un chemin pour aller. Et ensuite, j'ai fait la connaissance de Daniel Gottlieb. Alors, lui, il m'a vraiment mis sur les rails. Et si j'avais pas connu et les relais et Daniel, je pense que j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Voilà. C'est très émouvant parce que, heu, tu racontes l'histoire, de ton premier ami juif, en fait. Oui, ça a Finalement, été Jackie. c'est Jackie et c'est très émouvant. Alors tu nous dis, il est parti effectivement il y a 3 semaines et moi j'ai eu l'honneur de vous enseigner, ces dernières années. Oui, Ça fait plusieurs années que j'ai vous êtes même mes connu élèves. ça. Ça me fait Oui. toujours rire de dire que des gens qui sont, comme mes grands-parents, ça peut être c'est mes élèves. C'est toujours très particulier et c'est d'autant plus particulier que tu nous as dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, que tu as demandé: «C'est quoi des grands-parents?» Mais oui, mais oui, parce que je savais pas comment je pouvais savoir. Et mes 4 grands-parents, dont j'ai que des photos, sont partis et quand on m'a dit: «Les Allemands les ont pris», alors là, c'était terminé. Mais je voudrais quand même rajouter un tout petit quelque chose, c'est à propos de ça, mon père, à la fin de sa vie, quand il avait 80 plus, il m'a dit: «Tu sais quoi? Je voudrais m'en aller». Alors j'ai dit: «Papa, tu as peut-être encore quelques années devant toi». Il m'a dit: «Non, je veux m'en aller parce que moi, je veux demander là-haut, je veux lui demander des comptes et les comptes, je vais lui demander pourquoi la Shoah». Et ça a été une, comment je peux dire? Papa avait tout le temps ça dans la tête, de monter pour demander. Alors, on va monter, on va aller demander. Ça va faire partie de notre histoire. D'abord, vraiment, je te remercie de nous partager l'histoire de ta famille. Heu, C'est pas toute ma famille, c'est l'histoire de papa et maman pendant la guerre. Ah ouais, c'est d'accord, c'est déjà pas mal. non, c'est très important parce que en fait, moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je guide, en Pologne. D'ailleurs, tu sais, tu parles alors, j'ai pas oublié que tu nous as parlé du docteur Schwab et tu nous as dit: «Tu vas nous boucler Oui, la boucle». Mais juste OK. avant juste avant que tu nous boucles la boucle, il y a une autre boucle, moi, que je dois dire ici également. Les gens qui me connaissent et qui savent que voilà, je guide en Pologne, nanana, nanana, heu, l'une des personnes qui m'a appris non seulement à guider en Pologne, mais l'histoire de la Shoah, alors c'est pas le seul, mais l'une de ces personnes, c'est ton fils. C'est-à-dire que je me retrouve dans ton salon en disant que tu es mon élève, alors que finalement, celui qui m'a appris plein de choses de ce que je fais, c'est ton fils. Je peux même pas parler d'un cycle ou de Sgirat Maagal.
c'est même plus un cercle, ça part dans tous les sens cette histoire, mais en fait, c'est l'histoire du peuple juif. Et donc en fait, quand tu nous racontes l'histoire, une partie de l'histoire de ta famille, bah, c'est pas que ta famille. Moi, c'est ce que je dis quand je suis, en Pologne et que je parle de l'histoire de ma grand-mère, de mamie Sabine. Alors je leur dis: «J'espère qu'à la fin du voyage, elle sera un peu aussi votre grand-mère et ce sera pas que la mienne». En fait, c'est bah, ta famille, c'est pas que ta famille. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé de te l'apprendre un petit peu, mais c'est pas que ta famille. Alors vraiment merci de nous avoir, bah, nous avoir fait rentrer dans une nouvelle famille et une nouvelle histoire. Je voudrais qu'on passe avec ta permission, justement à d'autres questions qui vont nous ouvrir d'autres pistes, mais j'ai pas oublié, le docteur Schwab et tu veux nous le dire maintenant ou tu veux nous le garder pour la fin? Non, c'est une anecdote. Heu je me marie, j'ai des enfants et je dois inscrire mon fils dans une école. Alors, pourquoi pas Lucien de Hirsch? Alors j'ai été prendre rendez-vous avec une directrice, je me suis habillée jolie comme maman elle faisait pour aller chez le docteur ou pour aller voir une maîtresse, qu'elle parlait pas parce que c'est papa qui parlait. Mais donc j'arrive et j'ai une rendez-vous avec une certaine madame Picard. Très bien. Je monte: «Bonjour, bonjour madame, bonjour madame Candel, vous êtes la femme de qui?» Bon, elle demandait à l'époque, elle demandait pas les ktubot. C'était pas elle voyait la famille et elle voyait surtout les noms de famille. «Quel est votre nom de jeune fille?» «Sobolevicius». Je vois qu'elle pâlit un petit peu. Alors, bon, elle pâlit, hein. Alors, elle me dit: «Est-ce qu'on vous appelait Sobol?» Alors là, il y a peu de C'est toi gens qui qui paniques. alors là, c'est moi qui commence à me poser des questions et je me dis: «Mais comment est-ce qu'elle sait ça?» Alors elle m'a dit: «Est-ce que votre père est ou était horloger?» Alors là Là, bah, là, oui. j'ai compris et je lui ai dit: «Madame Picard, excusez-moi, quel est votre nom de jeune fille?» Et elle me dit, là, elle avait compris que j'avais Ouais, c'est compris ça. et elle me dit: Je m'appelais, mon nom de jeune fille, c'est Schwab». Alors j'ai dit: «C'est vous la petite Marianne qui venait voir maman avec votre papa pour manger des petits gâteaux sucrés?» Et elle me dit: «Et c'est vous le bébé qui était dans la caisse à savon?» Voilà, c'est une anecdote, Bon, mais mais ça, pas besoin de que tout bas, c'est bon, non. hein? Et ils t'ont accepté à l'école? Quand même, c'est extraordinaire. Alors voilà, moi j'ai une question. Tu viens de nous raconter ton histoire et L'histoire de mes parents. l'histoire mais la tienne aussi. Bah, ne minimisons pas et en fait, tu es la génération de la transition. Je l'ai dit au début, tu es transgénérationnel, tu es la génération qui est née pendant la Shoah, qui a vu donc la création de l'État d'Israël, qui Oui. a vu la guerre des 6 On jours a pleuré et quand il y avait à la radio le ça j'étais pourtant j'étais pas grande, hein. tu avais 5 ans. Mais ça je me souviens, on avait un poste de radio en bois comme ça, un vieux truc et mes parents ont appris par le poste que, le à l'ONU, dans les nouvelles, à l'ONU, l'État d'Israël et je me souviens que je voyais mes parents pleurer et il y avait deux couples d'amis avec eux et ils pleuraient aussi. Et C'est évidemment, fou maintenant je comprends pourquoi, mais et alors moi, j'avais envie de te poser la question, toi qui as alors bon, c'est un gros mot, mais toi qui as tout vu, non, mais bon, tu rien. me comprends, c'est-à-dire je suis désolé de vous le dire, hein, mais vous vous rendez pas compte. Voilà, j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de gens qui sont de ta génération. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Vous êtes le pilier de notre histoire moderne. C'est-à-dire que Oui, moi, ça je suis je un crois petit que jeune, oui. mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on parle de mais attendez, la création de l'État d'Is c'était vous. Donc vous êtes un pilier de l'histoire et aujourd'hui, en 2026, je voudrais te demander pourquoi tu penses que c'est important de se rappeler, de toujours commémorer Yom HaShoah? Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Pourquoi est-ce qu'il faut, revenir en arrière à ton avis? Enfin, qu'est-ce que tu en Non, penses? d'ailleurs, on revient un peu en arrière parce que quand à l'école on me parlait de Vercingétorix, j'avais pas du tout l'impression de revenir en arrière, c'était l'histoire. C'était l'histoire de France. Alors, c'est notre histoire, et ça a pas commencé à la Shoah. Hein. Il faut aussi connaître tous les pogroms qu'il y a eu en Russie et ce qui s'est passé un petit peu dans les pays arabes aussi. Je veux dire que notre histoire, elle commence avant. Et la Shoah,
elle fait partie de notre histoire. Donc la transmission, moi je veux bien qu'on a bien sûr que c'est de la transmission, mais pour moi, c'est mon histoire et je la raconterai comme comme mon histoire et comme je pourrais te raconter, Louis XIV à Versailles. Comme Louis XIV ou est-ce Pas que, comme Louis XIV, mais ce n'est qu'un petit exemple, mais disons que je la connais mieux que Louis XIV. regarde, je voudrais que tu réagisses à une anecdote. On n'a pas préparé, hein, sachez-le, Ah heu, non, on n'a rien on a préparé. absolument pas La seule préparé. chose, je me suis fait un papier pour Oui, les mais ça dates c'est et ta partie. Mais et moi, je me suis dit: «Je vais pas, faire une discussion préalable, justement parce qu'on se connaît et que j'ai envie que ce soit le plus, libre possible». Je suis dans le salon, de celle qui aurait pu être aussi ma grand-mère, donc on parle, librement. Heu, il y a pendant très longtemps, donc moi je guide en Pologne, machin, et pendant très longtemps, mes parents n'ont pas voulu venir en Pologne, avec moi ou avec d'autres, mais ils voulaient pas y aller. Ma mère, parce qu'elle vivait, très difficilement ce qui était arrivé à sa mère, et mon père, parce que, ça sert à rien de tout le temps ressasser le passé. Il faut construire l'avenir. Et puis en 2017, heu, ils ont été persuadés, par une personne qui était, la belle-sœur de mon frère, qui est toujours, et qui était responsable de l'enseignement, de l'histoire juive à l'école de Lord Villiers-le-Bel, et elle dit: «Écoutez, cette année, on a travaillé sur l'histoire de ta mère», elle dit à ma mère, «et donc il faut que tu viennes participer au voyage et c'est ton fils qui va guider, alors viens». Et donc bon, bah, elle a été convaincue, ils sont venus, et il y a mon père qui va me dire à un moment donné une phrase, c'est une anecdote comme ça. On avait un programme et puis à un moment donné, notre programme, il a été chamboulé parce qu'il y avait une tempête de neige et donc il fallait qu'on change notre itinéraire, machin, et j'ai dit: «Bon, bah, vous savez quoi? Puisqu'on peut prendre que les grandes routes qui sont déblayées, on va aller à Kielce», et on a raconté là-bas l'histoire du pogrom de Kielce. Mais lorsqu'on est descendu du bus, semble-t-il, il y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas, et on est descendu du bus et c'était, tu sais, une neige immaculée, un paysage de carte postale, et à ce moment-là, mon père m'a dit: «Maintenant je comprends pourquoi il faut qu'on vienne. Parce qu'en fait, il y a personne, et bien que si sûr nous que on oui. vient pas, plus personne ne va en parler, tout le monde va oublier». J'étais dans un groupe de formation de guide que Ariel avait fait et sans rien me dire, il a bon, on était là-bas pendant 5 jours, je crois et entre autres, il y a i heu, le bus, il va d'un endroit à un autre, bien sûr et Ariel me dit: «Écoute, dans 10 minutes, on arrive à Sterdin». Il a fait passer le bus par Sterdin. Je suis descendue du bus et et j'ai vu l'endroit de la maison parce qu'on m'avait bien expliqué. Il y avait une maison moderne. Je me suis assise sur le trottoir, j'ai fait une crise de nerfs. Je n'ai pas arrêté de pleurer sur des choses que je ne connaissais pas du tout et Ariel a fait une péoula, j'avais une petite photo de ma famille devant une église. Alors, si vous me laissez juste Voilà, elle est partagée par Ariel. ah Ah bah, vous voilà. l'avez là? Ah, Exactement, alors, Ariel l'a partagée. il l'a fait voilà, alors la photo était devant une église. La Péoula, c'était pour le groupe de trouver l'endroit où la photo a été prise. C'était une photo de mes cousins. Ils ont trouvé l'endroit et on a fait une photo avec moi, la photo de mes cousins que j'ai pas connus, quoi, dans la main avec Ariel et avec la même église derrière. C'est beau, hein? Et je ne sais pas si c'est beau, mais je suis contente qu'on l'ait fait, quoi. Bah, c'est beau. Alors voilà, je me Mais rappelle. je comprends que ton père, il ait dit ça parce que, j'ai été, 3 fois en Pologne et c'est encore pas assez, mais il y a pas que les camps, il y a de la Yiddishkeit, il y a beaucoup de choses à voir en Pologne et en dehors des camps et dans les groupes, il y a toujours un ado qui dit: «Oh là là, mais moi j'ai un nom». J'ai le nom, maman ou mon père, avant de partir, m'a donné le nom d'un grand-père, d'une grand-mère et on se met en rond comme ça et on en parle
Et la transmission, c'est ça aussi. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut y aller. Et c'est pour ça que les ados doivent y aller, pas les enfants, les ados. Il faut quand même avoir un certain âge pour arriver là. Non, bien sûr, tu as raison. Et ça fait partie de la transmission. C'est exactement comme on apprend dans un livre, qu'est-ce que c'est qu'un Einsatzgruppe, qu'est-ce qui s'est passé là et qu'est-ce qui s'est passé là. C'est la même chose. Ça fait partie de la transmission. Alors, Einsatzgruppen, pour ceux qui ne savent pas, c'était les unités qui ont été mises en place par les Allemands après l'opération Barbarossa pour commencer la Shoah par balle. Alors, dis ce que c'est que l'opération Barbarossa. C'est lorsque, après, lorsque les nazis ont décidé de rompre le pacte de non-agression germano-soviétique, ils décident de repartir à l'Est et détruire tout ce qu'ils peuvent détruire en chemin. Alors, ton papa a dit, je veux partir parce que j'ai des questions à poser. J'ai une J'ai question. une grande question à poser. Alors, je voudrais te montrer un extrait d'un film. La technique va gérer, elle va le passer. Moi, je vais te le montrer à toi. Voilà, on ne bouge pas. Je vais te le montrer à toi. Bon, c'est un film qui n'est pas un film sur la Shoah, c'est un film qui raconte une histoire qui se passe, je sais pas, 80 ans avant la Shoah. Le film s'appelle Le Rabbin au Far West. Mais il y a une scène qui est importante. Alors, dans le film, à un moment donné, il se lie d'amitié avec un cow-boy, un gangster qui fait faire tchouva, mais c'est pas un juif. Et puis, à un moment donné, il y a une scène où il y a des vrais méchants qui essayent de les tuer. Et il va y avoir tout un duel. Et le copain du rabbin est blessé. Et le rabbin doit se poser une grande question existentielle, qui je vais sauver? Il y a mon copain qui est blessé, Ou bien. et il y a le Sefer Torah que les méchants ont mis dans le feu. Et il décide d'aller prendre le Sefer Torah. À ce moment-là, il a un mashber, et il arrête de se considérer comme rabbin. Il a une grande brisure interne, et il dit, je suis plus un rabbin. Et alors tout le film, en fait, c'est quoi? C'est que il a été envoyé depuis la Pologne pour devenir le rabbin de la communauté de San Francisco, qui n'ont pas de rabbin et pas de Sefer Torah. Seulement, enfin arrivé, eh ben, il dit non, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas digne. Et il y a une phrase voilà, que j'aimerais qu'on écoute, parce qu'elle est sympathique. Aussi sage que toi doit savoir qu'il faut se nourrir pour ne pas perdre ses forces. Ça, c'est un très bon beefsteak, ça te fera aucun mal. Ton corps doit récupérer, et ainsi. Lui, c'est le rabbin. Bon, écoute, tu vas monter de change. Puis on ira trouver tes corps-légionnaires pour leur dire que leur nouveau rabbin est arrivé. Ça va? Je suis plus un rabbin. Puis je suis plus un rabbin. Surtout, ne dis pas ça. C'est interdit de dire ça. Tu oublies que j'en ai bavé pour te conduire jusqu'ici, ça, ils s'en fout. Si t'avais pas tué ce type, on serait mort. Est-ce que tu comprends ça, boucre d'andouille? Ça, c'est clair dans ta tête. T'aurais tué ensuite, t'es mon beau. Ouais, un assassin. Tu n'as pas commis un péché en tuant un assassin. Il n'y a pas de raison de te sentir coupable. Il n'y a pas de raison de te sentir coupable. Pas là que ces bandits t'aient tiré du ciel à sauver la Torah. Je n'ai pensé qu'à sauver la Torah. Et alors, je comprends. Ton boulot, c'est que je comprends très bien. C'était pas Dieu qui me tracassera. Cet acte n'était pas dicté par Dieu. Je ne sais rien sur Dieu ni sur ses pensées secrètes. J'ai couru pour sauver un objet. J'ai couru pour sauver un objet. Je tenais plus à un livre qu'au sort de mon meilleur ami. À comprendre ce que je dis là. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je dis là sans vouloir insulter ton intelligence? Est-ce que tu peux me comprendre? Un morceau de parchemin au lieu de... J'ai choisi un morceau de parchemin au lieu de venir à ton secours. Ça va, tu pardonnes. Et je sais que toi tu me pardonnes. Je suis un type. Et oui, je suis un type bien. C'est très vrai, mais je ne suis pas un rabbin. Arrête, tiens ça. Toby, je ne suis pas. Tais-toi! Incroyable. On ne devrait pas servir ces gens-là. Alors, à ce moment-là, il lui dit non, mais il faut que tu sois rabbin. Et finalement, il y a la communauté qui arrive. J'ai avancé un petit peu. La communauté arrive, seulement il y en a un qui est habillé comme un cow-boy et l'autre en costume. Donc, il pense que Bah c'est oui. l'autre, le rabbin. Et il lui parlant. Et leur parle en yiddish au cow-boy américain. Entschuldige, mein Name ist Shmuel Bender. Der Präsident von der Schule Beis Israel.
Seid ihr der Rebbe? Hat mir gesagt, dass unser neuer Rebbe. On veut savoir si c'est bien toi le rabbin. Moi? Die Rebbe. C'est moi, le rabbin. Vous êtes le rabbin? Oui. Comme c'est curieux, mais vous n'avez pas l'air de rabbin. J'ai traversé tous les continents sur plus de 4500 kilomètres. Et c'est aussi grâce à mon meilleur ami que je suis arrivé sain et sauf. Voilà, je m'appelle Abraham Belinsky. Je suis juif, je viens d'un petit village de Pologne. Et comme disent les goy, la bille ne fait pas les rabbins. Alors voilà, ça c'était le petit extrait. Je vous invite à regarder le film, il est très sympathique. Le rabbin au Far West. On voit un Harrison Ford avant même qu'il ait fait Indiana Jones ou Star Wars. Bekitso. Alors il dit à un moment donné, mais j'ai sauvé le Sefer Torah, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, je connais rien de Dieu. Et ben voilà. À ton avis? Parce que je sais pas la réponse que Dieu a donnée à ton papa quand il est monté là-haut. Et Mais moi, je ne sais pas quoi te répondre. mais Entre un homme et un Sefer Torah, non, ça m'intéresse c'est pas. un C'est un homme. homme, c'est évident. Bien sûr. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est quelle est ta réponse à la question que ton père a posée? La réponse à la question que mon père. Je suis absolument incapable de répondre. C'est Tu veux c'est que je te fou, hein? donne une réponse que Dieu a fait à mon père? C'est fou, Comment? hein? Mad Van elle disait, quand on lui posait la question, «Est-ce que tu crois en Dieu?» Elle disait: «Après tout ce qu'il nous a fait, comment tu veux que je croie en lui?» Sauf que si c'est lui qui vous a fait, alors Non, je pense que mes parents croyaient en Dieu. Je pense qu'ils croyaient en Dieu. À la choule une fois par an à Yom Kippour, donc c'est qu'il y a quelque chose qui le rattachait non, ils croyaient en Dieu. et tes enfants sont Chazan à Yom Kippour. Oui, bon. Non, mais tu comprends, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la question de Dieu pendant la Shoah, voilà. Moi, je suis le rabbin et toi, tu es la mamie. Maintenant, on va pas poser la question de pourquoi il y a eu la Shoah, j'en sais rien. Je ne suis pas à la place de Dieu. Et comme dit le rabbin Ram Belinsky dans le film, je connais pas les pensées secrètes de Dieu. Lo marchevota et marchevotechem, je sais pas. Mais je me pose la question à moi. Quelle doit être et quelle a été la relation des Juifs à Dieu pendant la Shoah? J'ai plein de réponses historiques parce que j'ai lu plein de choses. Je connais plein d'histoires. Mais oui, dans les histoires, tu en as qui tu tu as le oui et tu as le non. Tu as, il y en a qui ont complètement lâché et il y en a qui sont devenus religieux. Donc enfin pratiquants, on va dire. Elie Wiesel Parce qu'ils disait, aidaient tout le monde, on peut soit être pro, soit anti, mais on peut pas être on peut parlé. pas être parve. On peut pas être parve. Est-ce que, aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, mais cette fois dans le Dans bon l'autre côté, sens. est-ce qu'on peut être parvé aujourd'hui? Non, non, on C'est peut pas être c'est parve c'est incroyable, hein, aujourd'hui. ce qui nous arrive. On peut pas d'abord, c'est incroyable ce qui est surtout incroyable, c'est que ça colle avec quelques écritures qu'on a un peu lues. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Maintenant, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, je dis bien d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas être parve. C'est-à-dire même celui qui est très, très énervé contre Dieu, en fait, c'est peut-être lui le plus grand croyant. Ben oui, parce qu'il est énervé contre quelqu'un, il a contre qui être énervé? Et encore, s'il était énervé contre personne, ça ne rime, ça rime à rien. Non, bien sûr. Non, non. Donc peut-être que c'est là-bas qu'il faut aller chercher les plus grands cours de Emouna. C'est Je crois que c'est pas la peine de les chercher, ils arrivent tout seuls. Ils arrivent tout seuls. Et fait tu parlais tout à l'heure de transmission. Oui, Tu dis que c'est ça qui est important. Alors, moi, je voudrais te demander, cette fois, je parle pas à la mamie, je parle à la maman. oui. Parce que tu as grandi dans l'après-Shoah et tu es devenue maman dans cette époque complètement dingue où le peuple juif se reconstruit à côté de la terre d'Israël qui se reconstruit et de l'État d'Israël. Et moi, je me construisais en même Et temps. toi qui te construis en même temps, toi qui
il y a pas si longtemps que ça, a découvert ce que ça voulait dire l'identité juive et donc quand tu es maman, bah, tu vas commencer à transmettre des choses. Oui, là, j'ai été très aidée. J'ai eu beaucoup de chance. D'abord parce que, j'ai vécu à une période où il y avait des directeurs d'écoles juives absolument extraordinaires, vraiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, j'ai mis mes enfants, à l'école Lucien de Hirsch. Pourquoi? Parce que, mon ex-mari, Guy, il était à cette école et il m'a dit: «Écoute, pourquoi on mettrait pas on n'habite pas très loin, pourquoi on mettrait pas les enfants dans une école juive?» Je n'avais aucune idée de ce que c'était que l'école juive, mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et c'est comme ça que mes enfants sont arrivés, dans une école juive et ont continué le cursus. Et Alors, la tu as combien troisième, d'enfants? hein, Tu nous as 3 pas dit. enfants, 3 enfants. Et ensuite, je dois beaucoup donc à l'école, je dois beaucoup au Bnei Ativa, mes enfants fréquentaient le Bnei. Ariel a été un peu au ZI, mais ils étaient surtout les 3 abonnés au C'est Bnei qui les 3 Ativa. enfants? Parce que moi, nous, on Ben connaît, mais ben alors, le public ne connaît pas. j'ai Michael, alias Kiki, j'ai un Ariel et j'ai une Déby qui, heu, Ariel travaille à Calita, Kiki, s'occupe aussi, il fait de la Hitnadvout et Bah, il nous a fait manger tous, il y a une semaine, là. oui, et il travaille dans les matzot aussi et pas aussi, mais il C'est ça. travaille dans les matzot, point. Et ma fille est infirmière. Ah, Voilà. attends, 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 je ne peux pas te laisser continuer comme ça. Non, parce que tu me parles de transmission. Tu me dis, voilà, Donc ça, la c'est les transmission, valeurs. ça pour moi, ça a été les écoles et le BNE. Et quoi, il y a rien qui a transpiré de papa et maman? J'y crois pas. J'y crois pas. Tu sais, tu me parles comme ça: «Mon fils travaille à Calita, machin». Tu as un fils, on va pas faire leur curriculum vitae, mais moi je les connais, et je les pratique, pas au quotidien, mais on va dire de manière au moins hebdomadaire. Tu as un fils qui, à un moment donné, entre autres choses qu'il a fait, et pas tout seul certes, mais qui a essayé de créer une communauté, une synagogue en terre d'Israël. Ce n'est pas rien. Tu as un Ouais, autre enfin, fils. j'étais quand même avec 2 cousins à Non, lui. בסדר, c'est pas j'ai pas dit, j'ai dit pas tout seul, לא משנה. C'est-à-dire, tout le monde qui est avec 2 cousins à lui décide pas de créer une synagogue. Tu as un autre fils qui décide de s'occuper de l'éducation de la nouvelle génération juive, qui doit travailler à l'agence juive pour faire l'éducation et faire venir des gens en Israël, qui aujourd'hui s'occupent de leur intégration en Israël. C'est-à-dire tourner vers la communauté et l'Alia et le sionisme. Et tu as une fille qui a dédié sa vie à aider les autres et à faire qu'ils se sentent moins mal. C'est Oui. pas rien, ça vient pas de nulle part. Non, ça c'est, non, ça vient pas de nulle part. On va dire que les pommes, elles tombent quelquefois à côté des arbres. On va le dire comme ça. Hein, Voilà. c'est pas rien. Alors, q pour toi, c'est quoi le message justement que voilà, moi je suis papa et j à ton avis, c'est quoi le message que moi, en tant que père, les jeunes parents, les jeunes d'aujourd'hui qui ont des petits-enfants, pas des petits-enfants, mais des enfants en bas âge, c'est quoi le message qu'on doit leur donner? Ici en Israël, en cette période, Ben ouais, on est là, hein. bon, d'abord, être avec les enfants, être avec eux, jouer avec eux. Tu parles des petits, hein. Jouer avec eux, trouver des moyens de jouer à travers, ce que nous sommes, à travers ce que nous sommes. Et ça peut être n'importe quel jeu, ça peut être un sport, ça peut être faire des activités avec ton fils et à ce moment-là, tu arriveras à des moments, X, Y à à lui transmettre, au moins ce que ta personnalité à toi, la Ça me fait personnalité penser à du un truc ce père. que tu viens de dire. Encore une fois, la pomme, l'arbre, tout ça, je viens d'y penser. Un de tes enfants, en partenariat avec un autre de tes enfants, ils ont sorti un jeu. Oui. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Les Têtes de Sion et c'était diffusé sur Qualité, mais il y a une boîte de jeux et même encore une fois, c'est le Mahagal. J'ai écrit on va dire l'introduction idéologique,
à ce jeu. C'est-à-dire quand tu ouvres la boîte, il y a la règle du jeu et il y a un petit texte que j'ai écrit avant parce que ton fils m'a demandé si je voulais écrire un texte. Et c'est un jeu où quand tu as t'as le plateau de jeu, en fait, le but, au travers des questions, machin, c'est d'arriver à faire l'ALIA. C'est d'arriver à rentrer à la maison. Et là, maintenant, tu parles et j'y pense, à Yad Vashem, on voit que l'un des moyens que les nazis avaient mis en place pour C'était aussi mettre en place c'était un l'antisémitisme, Monopoly comme tu as ça. vu, il y avait, Oui, non, oui. mais il y avait un jeu là-bas qui s'appelle Judenraus. Et qui Le arrivait but, dans le c'était. camp. Non, non, toi, Si, tu parles du Monopoly de, oui. de Térésine. Mais moi, je te parle d'un jeu qui était en Allemagne, qu'on voit exposé à Yad Vashem dans la première salle où on rentre, où il s'appelait Judenraus, où le but du jeu pour les jeunes Allemands, c'était de faire sortir leurs salles juifs d'Allemagne. Et tes enfants vont mettre en place un jeu où le but du jeu, c'est faire rentrer les juifs à la maison. Donc jouer avec les enfants et tu dis avec notre identité, quoi. Oui, eh ben oui. Alors, on arrive à la dernière partie. Et la dernière partie, c'est maintenant. Parce qu'on a parlé de Monique bébé, on a parlé de la Monique qui grandit et qui découvre son identité juive, on a parlé de la Monique maman, mais là maintenant j'aimerais parler de la Monique. Alors, arrière-grand-mère, je sais pas ce qu'il y a trop à dire parce que tes petits-enfants sont encore très petits, mais, mais de la Monique mamie. Parce que si je me trompe pas, t'es pas seulement mamie, tu es aussi Non, mamie de soldats d'Israël. non, moi j'ai jamais fait l'armée. Non, tu es mamie Ah, des même soldats le soldat d'Israël. d'Israël. Si je me trompe pas, là maintenant, tu Oui, as des soldats. bien sûr. Qui n'en a pas? Mais d'accord, Pardon, non mais regarde. t'es marrante. Oui, mais Qui c'est n'en toi a qui es pas? marrante. C'est Eh, toi qui es marrante. Qui aujourd'hui n'a pas un petit-fils, un fils à l'armée? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, c'est une tu question. sais, je sais pas qui est dans le Zoom, mais il y a plein de gens qui habitent en France et qui n'ont pas. Alors, nous qui habitons en Israël, je peux vous dire que dans chaque famille, ou bien c'est des enfants, ou des petits-enfants, ou des enfants d'amis, et qui ont été blessés, ou qui sont partis, ou qui sont actuellement à l'armée. À ce Alors moment, toi actuellement à l'armée, tu as. actuellement, j'ai Kiki, qui lui a plus de 50 ans, et ben l'armée s'occupe de l'hygiène et de choses comme ça dans l'armée. Ça fait partie, c'est son job, et c'est ce qu'il a appris en plus. Ça, c'est Kiki. J'ai un petit-fils d'Anne qui est dans les chars, qui est Chirion. J'ai Déby, j'ai la fille de Déby, Noah et Naomi, qui sont dans des unités d'éducation. On est toujours sur l'éducation, hein. On est toujours sur C'est pas l'éducation. possible. Je dis éducation parce que c'est un peu plus que ça. Là, c'est plus la pomme qui est tombée à Non, côté de non, l'arbre, c'est la compote. non. Et plus loin de Non, l'arbre non, d'origine. c'est plus que de Hein, l'éducation qu'elles font. et Et tu as il aussi y a un. qui s'occupent de l'Imradashim aussi, pour qu'ils apprennent l'hébreu, pour Et que, tu as eu aussi un pour les mettre petit-fils. sur des rails, pour mettre des volontaires sur des rails. Tu as eu aussi un petit-fils qui a été blessé. Oui, alors ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non. J'ai effectivement un petit-fils qui a été blessé. Dieu merci, il va tout à fait bien maintenant, mais franchement, on a eu la trouille, quoi. On a eu la trouille. Ça a été un moment il a été blessé, et son meilleur ami, son coach, je ne sais pas comment on dit, ils sont toujours à deux à l'armée, et son co, lui, il est mort avec, avec la même, en même temps que lui était blessé. Et encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui est plus dur pour lui, ou d'avoir perdu son co, ou d'avoir été blessé. Et il s'en est remis. Baruch Hashem. Ils ont fait ce qu'il fallait. On a des bons médecins, on a des bons hôpitaux. Bon, Baruch c'est Hashem. comme ça. Mais dis-moi, Là, c'est mon gueule. mamie de soldats d'Israël, Oui. après avoir été enfant caché, après avoir été avec Non, j'ai toute d'abord ta été famille. d'un soldat. Oui, oui. Non, ben, viens, je te ramène à aujourd'hui. Frère de Je te soldat. ramène à aujourd'hui. Quand tu te réveilles aujourd'hui, Yom HaShoah 2026, avec ton drapeau d'Israël ici à Jérusalem, en sachant que tes petits-enfants sont en train de protéger le peuple juif
sont en train de protéger le peuple juif. Chose que, dans l'histoire que tu m'as racontée, il n'y avait pas. Qu'est-ce que ça t'amène comme sentiment? Et tu as le droit de dire, que tu es fier. Moi, je pense que mes enfants protègent notre maison. C'est ma maison. Et mes enfants et mes petits-enfants, et si on doit y aller, on y va. On protège notre maison. On n'en a pas 36, on en a une. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté la France en 92, j'avais une bonne situation, et je suis venue, j'ai fait mon alias cette année-là. On me demandait: «Mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars?» Et la réponse que je donnais, c'était: «Je rentre à la maison». Et c'est vraiment, vraiment la sensation que j'ai, c'est que je suis rentrée en 92 à la maison, que j'ai eu un trajet, que chacun a un trajet différent, qu'on essaye de donner un peu de soi-même, aux Olim, ou chacun fait du volontariat. Moi, je vois les amis que j'ai autour de moi, tout le monde, ils font tous un petit peu, pas beaucoup, beaucoup. Ils font tous du volontariat, ou alors ils ont, pendant toute la période depuis le 7 octobre, depuis les guerres, elles font de la cuisine pour les soldats tous les vendredis. Vraiment, chacun donne de soi-même, et on donne de soi-même pourquoi? Pour la maison, pour notre maison, et ça, c'est important. Tu dis, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Non, On s'occupe de notre maison, c'est tout oui, à fait non, on normal s'occupe pas, on protège notre maison. qu'on protège notre maison. On protège notre maison, comme Alors, on peut, et on le fait bien, hein. et chacun avec ses moyens. Alors pour conclure, je voudrais te demander une dernière question. Comment on je veux une réponse purement personnelle. On est recentré. Ça te fait quoi, finalement, avec tout le parcours de ta famille, de voir aujourd'hui parce que tu y as été aux différentes cérémonies, Tekes Hashba de tes petits-enfants Oh, quand bah, ils le évidemment. ça fait quoi? Pas quand on est maman de ces enfants qui vont à l'armée. Parce que ça, c'est encore trop frais, c'est les Pour les c'est pas la même chose petits-enfants, des petits-enfants. on pleure, on pleure. Il y a pas un Tékès, Agebar, Massakunta, il y a pas un seul Tékès où j'ai été pour mes petits-enfants, quels qu'ils soient, où j'ai pas commencé par pleurer pendant 5 minutes en me disant: «Ben, c'est c'est une partie de toi-même finalement». Les petits-enfants, c'est une partie de soi-même, alors quand on les voit dans les, dans les dans les Tékès de l'armée, c'est c'est on dit: «On est fier», une fierté, c'est pas ça. C'est pas ça, on est heureux. Voilà, c'est exactement ça. On a un sentiment de bonheur de les voir, de les voir. On pleure un peu, c'est comme quand on est bonheur ou malheureux, on pleure, et dans les 2 circonstances finalement. Et on regarde derrière son épaule et on se rappelle de la maman qui parlait que yiddish et qui a mis Non. son frère. Ça non. Ça peut être à n'importe quel moment, dans l'année, particulièrement d'ailleurs à Yom HaShoah, mais on n'a pas besoin de Yom HaShoah pour ça. Il suffit, moi je sais que j'ai beaucoup enregistré, mes parents et mes beaux-parents, j'avais des cassettes, j'ai toujours d'ailleurs, et c'est exactement les voix, leurs voix. Alors de temps en temps, je me mets leur voix, et je me replonge dans la famille, mais peut-être un peu plus Yom HaShoah que les autres jours, mais ça, et là, je pleure pas. Je pleure pas. Ça fait partie. C'est une partie. C'est une partie de ma vie. Alors pour Voilà, finir, mais tu nous as fait rentrer dans ton salon et oui. tous les auditeurs et les téléspectateurs ont vu, les photos derrière toi. Non, on les a vus aussi sur l'écran. On les a vus sur On a l'écran vu la famille, et etc. non, sur l'écran, tu parles de la Matsayet? Oui, oui, il y avait toute la famille, les Ah, mariages, tout ça. c'est ça. Il y a eu, C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il y a quelques photos qui sont importantes. C'est quand je suis au cimetière de Vilkavichkis, et que
par hasard, je retombe sur la tombe elle est bien photographiée parce qu'on voit les lettres en hébreu et tout, et que j'ai la photo avec la matseva de mon arrière-grand-mère, de qui je porte le nom et qui s'appelait, Myriam et entre parenthèses, on l'appelait Mirelle. Il le partage. Ariel le partage. Voilà, Non. Ariel le Il y a partage cette maintenant. photo-là qui Ça, montre. c'est très important pour moi. Il y a l'endroit de la fosse commune de Vilkaviskis aussi. Ça, c'est important. Et bon, et puis sinon, il y a les photos quelques photos de mon voyage, de mes voyages en Pologne. Et je crois que un des voyages les plus émouvants que j'ai fait, ça a été les 5 jours que j'ai passés en Pologne avec la formation de guide. Je suis pas guide du tout, mais, mais avec cette formation de guide où on a eu vraiment des grands moments d'émotion avec Auriel Feinerman, avec mon fils et avec Shlomo Balzan. Voilà, ça Ça fait c'est... des photos fortes et puis je vois derrière toi des photos avec toute la famille de Oui, maintenant. oui, mais il y a pas tout le monde. Il y a pas tout le monde Il y a pas tout le monde, et ça va continuer à il grandir. me manque les arrières et bon, c'est important. Et Ariel, je crois qu'il avait mis la photo d'une famille qu'on avait pris à un mariage où il y avait tout le monde. On a vu. On a vu. Voilà. Et ça, c'était aussi très important. Et la Matseva, elle commence par mes 4 grands-parents. Donc si tu veux, un mot, choisis-le bien, judicieusement, ce sera le mot de la fin. Un mot, si tu devais nous dire ce que tu as envie de nous dire quand on passe de ces photos-là à ces photos-là, aujourd'hui, Yom HaShoah 2026, un mot pour terminer notre entretien. Un mot, c'est dur, mais Bon, comme tu es juive, tu peux me regarder, hein, c'est bon. c'est dur. Mais je souhaite, vraiment, du fond du cœur, euh, je vous souhaite à beaucoup de gens d'avoir eu le parcours que j'ai eu, parce que euh, c'est c'est pas seulement une travail, mais je vous assure, un mot, je dirais, on est à la maison. On est à la maison, on est dans une maison qui est protégée, nos enfants nous protègent, nos arrière-petits-enfants nous protègent, et on essaye, et Baruch Hashem, Je suis le rabbin, je et suis il y a, obligé de dire. oui, non, et je pense que si on n'avait pas eu Hachem avec nous pendant cette guerre, elle se serait sûrement passée autrement. Bon, mais ça c'est ma pensée, mais il peut y avoir j'ai des amis qui pensent exactement le contraire que moi. Oui, mais c'est pas dans leur Mais, façon, je sais. voilà, c'est ça. Mais on peut penser complètement bien sûr. autrement. Bien sûr. On peut penser que c'est nos soldats, on peut penser que c'est pas du tout le gouvernement, complètement le gouvernement. Pensez ce que vous voulez, mais pensez-le ici. Amen. Ben voilà, merci, merci. Alors, je te redonne ce livre, tu le connais, tu l'as, Oui, oui. mais Non, je ne sais pas. les éditions Vave, Orod Vekelim. On remercie évidemment David Altar. Et vous savez, mais je viens de mettre le site Orod Vekelim. Alors, il y a le nouveau site de Orod Vekelim. Ah non, c'est ça. La mémoire, la chaîne de la mémoire où on s'inscrit, on reçoit le nom d'une personne. Ah, très bien. On a le choix. Donc, bah, vous avez entendu. Vous pouvez vous inscrire maintenant dans le lien que vous avez reçu et vous allez recevoir le nom de quelqu'un pour allumer une bougie, pour faire des filottes. Je répète que là, je prends en otage toutes les personnes qui nous regardent et La régie, la régie et la direction de Rodve Kelim. Je lance un appel. Je pense que un voyage sur les traces de la Shoah en Pologne Si t'en fais, avec je Rodve viens. Kelim, évidemment que tu viens. Voilà, je pense Mais que c'est. ne le fais pas 24 heures. Mais pas du tout. 5 jours. Ça sera une semaine. La disons, Sans Shabbat. Allez, bon. 5 jours. T'as compris. Monique, elle t'organise le voyage. Il n'y a pas de problème. Inscrivez-vous dans son balade. Très. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que dans pas très longtemps, tu refais cet exercice en hébreu. Non, pas en Ah, pas en hébreu. hébreu cette fois? Non, non, je refais. Alors vraiment, là, ça sera Shoah Salon, mais avec ma famille qui est en France et ma famille qui est à l'étranger
en Espagne aussi, et avec tout cela et ceux qui sont ici, bien sûr. Et là, j'ai complètement d'autres documents Eh ben, et voilà. je refais un Et comme ça, vous n'êtes pas invité à cette deuxième, Et vous allez sur I24, la cérémonie officielle sur I24 sur le site internet. la cérémonie officielle de Yom HaShoah. Merci. Suffisant, Merci, je ne Noémie. sais Non, pas. merci à toi de ne pas avoir été trop dur avec moi. Bon, ça va, hein. Merci à toi et on se reverra très très bientôt. Ben, on se voit mercredi. Et on se voit mercredi pour le cours. Mercredi soir pour le Voilà. cours. S'il y en a qui veulent venir d'ailleurs, on fait cours tous les mercredis soirs dans une ambiance très sympathique. Et voilà. C'est vraiment ça. Merci beaucoup.